L'énergie est notre avenir. Économisons-la, une phrase qu'on entend à la fin des publicités sur l'énergie et qui prend tout son sens. On pourrait même la conjuguer au présent, entre un parc nucléaire fragilisé, la guerre en Ukraine, l'inflation mondiale. L'énergie coûte de plus en plus cher et se fait de plus en plus rare, en France du moins, au point qu'elle pourrait manquer dès 2023. Et ça, c'est le froid qui va le décider, comme un pied de nez sur fond de réchauffement climatique. L'industrie, dans ce contexte, elle occupe la 4e place des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre. La pression climatique augmente aussi vite que celle des consommateurs, des pouvoirs publics, mais derrière les grands groupes, la transformation est engagée, énergétique notamment. Mais dans quelle mesure est-ce que le contexte actuel est favorable au changement ? La technologie est-elle une solution viable ? Jusqu'où et dans quel délai une transition énergétique des acteurs industriels est-elle envisageable ? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble pour ce premier numéro du podcast Objectifs Durables, en présence de 2 représentants d'acteurs industriels majeurs en France et dans le monde qui affirment avoir accéléré concrètement leur transition énergétique. Ils vont nous expliquer, vous allez nous expliquer pourquoi et comment. Lorraine Dumot, tu es directrice environnement de Vinci Construction, c'est un pôle du groupe Vinci. Bonjour. Bonjour Valère. Et Emmanuel Normand, tu es directeur développement durable du groupe Saint-Gobain. Bonjour. Bonjour Valère. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Je ne sais pas si ça vous arrive encore de pitcher votre groupe, votre activité et puis le rôle que vous avez au sein de ces énormes entreprises. Mais moi, j'aimerais bien que vous le fassiez. Et si tu en es d'accord, on va commencer avec toi, Lorraine, donc pour Vinci Construction. Donc Vinci Construction, c'est un pôle du groupe Vinci, un pôle qui représente 120 000 salariés aujourd'hui et dont le rôle est vraiment de construire des routes, des bâtiments, des ouvrages d'art et puis également des réseaux dans plus d'une centaine de pays. Et en tout, ça représente plus de 75 000 chantiers par an. Est-ce qu'on peut considérer que tu as un rôle clé aujourd'hui dans l'organisation ? Justement, ton rôle, il a évolué avec le temps et la montée en puissance du développement durable ? Oui, je pense que la direction environnement est passée vraiment d'une gestion de risque qu'elle occupait depuis 20 ans, 30 ans, à maintenant vraiment un positionnement extrêmement moteur et qui est en interaction avec l'intégralité de tous les autres domaines, ce qui est très enrichissant. Emmanuel Normand, donc je le disais, tu es directeur du développement durable du groupe Saint-Gobain, avec un poste à l'échelle mondiale. Tu peux nous décrire aussi à la fois Saint-Gobain et puis ton rôle au sein du groupe ? Oui, bien évidemment. Saint-Gobain, c'est un groupe qui fait aujourd'hui pratiquement 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec 180 000 employés, des sites de production dans 76 pays. Et c'est un groupe qui a une ambition qui est celle d'être le leader de la construction durable. Alors, je viens d'égrener les gros sujets du moment. C'est pas toujours réjouissant. On pourrait faire un journal des bonnes nouvelles, mais c'est pas l'objet de notre discussion, puisqu'on va parler de transition énergétique. Ukraine, inflation, capacité de production. On entend parler beaucoup là d'EDF qui est sous la pression, notamment du gouvernement, pour remettre en route des réacteurs. Et puis bien sûr, le réchauffement climatique, l'urgence climatique et écologique avec sur fond d'enjeux politiques. Est-ce que pour vous, toutes ces contraintes, ce sont plutôt un accélérateur de particules, c'est-à-dire finalement de la contrainte pourrait naître le génie, ou en tout cas l'accélération de la transformation, ou est-ce que, parce qu'on peut voir dans certains cas, est-ce que c'est un débrayage, un risque de retour en arrière ? Emmanuel Normand, donc pour Saint-Gobain. C'est très très clairement un accélérateur. Saint-Gobain est intensif en énergie. Et donc, tout ce que l'on est capable de faire pour à la fois économiser notre énergie et réduire notre dépendance aux énergies fossiles, c'est bien évidemment un vecteur de compétitivité avant même d'être un vecteur de décarbonation. Le contexte actuel en matière énergétique doit viser à maximiser les économies d'énergie à tous les niveaux et l'identification de solutions pour être beaucoup moins dépendant des énergies fossiles. Lorraine Dumot. Accélération totale. Ouais. Je pense que nous, on a pris conscience en tant qu'acteur industriel. Je le dis, on est constructeur, mais on a également une partie de l'amont de nos constructions, c'est-à-dire qu'on va être producteur de granulats et d'enrobés dans les usines que l'on opère. Et en fait, nous, ce tournant-là, on l'a vu très, très clairement déjà il y a 20 ans. Économisons l'énergie, je pense que ça a été un de nos leitmotifs dans le cadre de la mise en place de notre politique environnementale. On parlait déjà de sobriété il y a 20 ans, lorsqu'on a déjà mis en place au sein de nos usines toutes les actions d'efficacité énergétique que voilà, on est en train de vraiment déployer. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va continuer à accélérer et à vraiment enfoncer un petit peu tout le travail qu'on a pu mettre en place depuis 20 ans.
Et c'est une très bonne chose. Et je crois très fortement au cycle des crises qui sont derrière moteur d'innovation. Et on espère que de celle-ci naîtra encore plus d'efficacité énergétique. Vous avez le sentiment que vos clients, vos partenaires, l'écosystème d'acteurs avec lesquels vous travaillez sont dans cette même dynamique où justement il faut jouer des coudes avec certains, ça résiste encore, ou c'est peut-être pas évident non plus? Nous, avec nos partenaires et nos clients qui sont qui sont des collectivités territoriales avec un temps de décision qui est plus long, on se rend compte qu'en effet, ce temps-là, vis-à-vis d'une crise qui est quand même assez récente, il va prendre un petit peu de temps pour pouvoir se mettre en place. Néanmoins, comme je le disais, ça fait longtemps qu'on entend parler évidemment de ces questions de sobriété. Et dans toutes les manières que l'on a pu mettre en place de l'éco-conception, dès que l'on peut être en conception en amont de nos projets, eh bien, on a pu, de fait, mettre en place des solutions liées à l'efficacité énergétique. Et c'est ça qui nous a porté ces dernières années. Emmanuel, pour Saint-Gobain, Emmanuel Normand, même constat, les partenaires, l'écosystème d'acteurs qui travaillent avec vous? Ça dépend qui dans l'écosystème. Si okay. on regarde nos clients diffus, on est aussi sur le temps long. C'est-à-dire le marché de la construction est un marché qui est assez conservateur, pour lequel les modes constructifs changent au bout d'un certain temps. Les questions de rénovation énergétique des bâtiments, ce sont des décisions qui sont extrêmement multiples. Donc ça fait accélérer, on va dire, un cadre dans lequel nos clients s'inscrivent, mais le changement prend un peu de temps. Mais lorsque l'on regarde nos fournisseurs, lorsque l'on regarde les grands clients, lorsque l'on regarde les entreprises comme nous qui sont fournisseurs de solutions pour la construction, là, on partage absolument le même constat. Alors, on entend parler parfois de ne vous inquiétez pas, que ce soit d'ailleurs d'urgence climatique ou d'urgence écologique en général, mais la technologie va nous sauver, tout va bien, ils vont trouver une solution. Bon, manifestement, ça ne va pas être la solution à tout, mais dans l'industrie, on peut se poser la question de la place de l'innovation technologique pour justement accompagner cette transformation, notamment énergétique. Je suis tombé sur cette étude conduite par Capgemini Invent et Breakthrough Energy. Certaines nouvelles technologies ont un fort potentiel de décarbonation à 2030, mais contribuent également directement à l'accroissement de la sécurité énergétique de la France. Le déploiement à grande échelle de ces technologies permettrait d'éviter chaque année 15% des émissions de CO2 et 16% de gaz consommés en 2030. Alors, est-ce que selon vous, ces transformations technologiques auxquelles vous assistez pourraient être un tremplin, allez, soyons ambitieux, vers la neutralité carbone? Emmanuel Normand pour Saint-Gobain. Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais les solutions techniques, elles existent déjà. Le bâtiment, c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre. Avec les solutions d'aujourd'hui, à la fois pour améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment ou pour substituer tout ce qui est matériaux lourds, très intenses en carbone, parce que l'on appelle des solutions de construction légère, on est capable d'ores et déjà de réduire des 2/3 les émissions de gaz à effet de serre du monde du bâtiment. Après, on peut aller encore plus loin. L'enjeu, il est à la commande, en fait. L'enjeu est de déployer très, très largement ces solutions, d'éradiquer les passoires énergétiques, d'enlever, de ne plus construire avec du béton ou des briques là où on peut avoir des solutions beaucoup moins intenses en carbone. Donc, on a un enjeu d'appropriation des solutions et de déploiement très, très large. Est-ce que, même constat, côté Vinci Construction, Lorraine Dumeau, c'est prêt, il n'y a plus qu'à, il faut déployer, donc ça veut dire qu'il faut des moyens et de la commande, en fait. Et il faut une question sur l'usage. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va être essentiel. On se posait la question de la sobriété, etc. Il faut se dire que en fait, cette crise énergétique que l'on traverse et qu'on connaît depuis un petit moment, en effet, les solutions, elles existent. Mais surtout, il faut bien se poser la question de l'usage du bâtiment, de l'usage de la route et se dire que, en fait, ces infrastructures que l'on connaissait aujourd'hui, elles peuvent être le support de nouvelles révolutions énergétiques. Vous avez un exemple, justement, pour Vinci Construction, d'une technologie remarquable pour justement faire un peu la preuve par l'exemple? Il y a quelques années, on a lancé la première route qui capte les rayons du soleil pour pouvoir la restituer au bâtiment. Ça s'appelle Power Road. En fait, c'est l'idée, je ne vais pas du tout minorer le travail qui a été fait en R&D, mais elle est presque toute bête. Il suffit de mettre des tuyaux sous l'enrobé et qui permet derrière de pouvoir
alimenter les bâtiments en énergie. On l'a installé pour chauffer des piscines, on l'a installé pour pouvoir aussi déneiger des routes lorsqu'il neigeait pour éviter d'utiliser du sel. Donc voilà, tous ces éléments-là, elles existent. Et en fait, servons-nous aujourd'hui de ce qui existe également, des façades des bâtiments, de la route, pour pouvoir nous alimenter en énergie, parce qu'aujourd'hui, voilà, ça n'était pas utilisé. Mais ça peut être mis à l'échelle, ça peut se déployer. On pourrait imaginer des routes qui chauffent des bâtiments vraiment dans plein d'endroits en France. Oui, tout à fait. Puisque le déploiement industriel, quelque part, nous permettra de pouvoir justement le mettre en place à l'échelle. J'ai un deuxième exemple, c'est notre solution Reaskin, qui nous a permis, grâce à des structures préfabriquées, de pouvoir accélérer la rénovation énergétique des bâtiments. Et ces tests qui ont été mis en place il y a 2-3 ans nous permettent aujourd'hui de pouvoir accélérer réellement la rénovation énergétique. Emmanuel Normand, toi aussi, tu as en tête un exemple comme ça remarquable de technologie qui nous fasse un peu rêver. Alors j'en ai plein. Je pourrais reciter les solutions d'isolation ou les solutions pour remplacer les matériaux lourds par des matériaux légers. Mais même pour les matériaux lourds, les solutions, on développe des solutions de chimie de la construction qui permettent de réduire très très fortement le contenu carbone des ciments et des bétons, parce que ça permet typiquement en utilisant d'autres matériaux que les matériaux de base de ciment, avoir, grâce à cette chimie de la construction, des propriétés des bétons qui soient équivalentes à celles qui auraient une intensité carbone élevée. Et jusqu'à avoir des ciments aujourd'hui qui sont des ciments zéro carbone. Ce qui me fait penser à une chose, c'est que donc, vous êtes capable de créer des solutions qu'on peut mettre à l'échelle. Donc, voilà, vous venez d'en parler. Mais vous, comment vous faites à votre échelle pour être plus sobre d'un point de vue énergétique, justement, dans vos opérations, dans vos propres opérations, Emmanuel? Alors, donc, on opère des fours pour fabriquer du verre. On a besoin d'énergie et un four verrier, c'est un four qui fonctionne à 1300 degrés. Donc, comment on fait? D'abord, on améliore l'efficacité énergétique des fours. C'est-à-dire, on va aller isoler là où on peut isoler. On va aller essayer récupérer les fumées chaudes pour préchauffer des matières premières, pour faire de l'électricité, pour faire de la vapeur. On va aussi chercher, dans la mesure du possible, à remplacer du sable par du verre recyclé. Et à chaque fois qu'on remplace une tonne de sable par une tonne de verre recyclé, on réduit de 350 kg nos émissions de CO2, tout simplement parce que la température de fusion est plus faible. Donc, on consomme aussi moins d'énergie. Et derrière ça, on va aller chercher des énergies qui soient moins carbonées. Aujourd'hui, on fonctionne avec du gaz naturel. On va essayer d'électrifier au maximum nos fours et aller rechercher en complément du biogaz ou peut-être demain de l'hydrogène vert. Et tout ça pour faire un verre très bas carbone. On a déjà été en mesure de le faire. Au mois de mai dernier, sur notre site d'Aniche en France, on a fait une semaine de production, une production qui était zéro carbone d'un verre, où on a fonctionné à 100% de verre recyclé, 100% de biogaz et 100% d'électricité renouvelable. Vous êtes hyper dépendant aussi du mix énergétique finalement que vous utilisez. C'est-à-dire, vous n'avez pas toutes les cartes en main, non, pour Alors, d'abord, le switch vers plus d'électricité, c'est d'abord une question technique. Est-ce que l'on va être capable de produire le verre à la même qualité avec une électricité, un taux d'électricité plus important. Et bien évidemment, si on veut électrifier tous les usages, et aujourd'hui il y a une volonté d'électrifier la mobilité, d'électrifier l'industrie, et pour produire de l'hydrogène vert, il faut partir de l'électricité. Là, bien évidemment, on est très très dépendant de la capacité de la France, de l'Europe, à déployer beaucoup plus largement des solutions d'électricité décarbonée. Lorraine Dumeau, du coup, cet enjeu de réduction, de consommation d'énergie, vous, dans vos opérations, comment, finalement, c'est quoi vos grands leviers pour être plus sobre à votre échelle? Donc, sur la partie énergétique, moi, je m'inscris tout à fait à ce qui a été dit. Alors,
On chauffe un petit peu moins pour fabriquer des enrobés, mais on chauffe néanmoins. Et donc là, en fait, la clé, c'est la part d'humidité qu'on va retrouver dans nos matériaux. Il va falloir la limiter à son maximum et pour cela, couvrir nos stocks. Et quand on dit couvrir nos stocks, eh ben, dessus, sur une belle couverture de stock, on peut mettre aussi des panneaux solaires, ce qui nous évite de pouvoir aller les mettre après en pleine nature et de la dégrader. Je pense que la question du mix énergétique, elle se pose bien évidemment à partir du moment où, encore une fois, on choisit bien l'usage. C'est-à-dire que pour certaines activités, il va être très utile de pouvoir évidemment bien chauffer, donc de fait utiliser du gaz. Pour d'autres, l'électrification de certains parcs alliants ou de certaines de nos activités, eh bien en effet, le photovoltaïque va être amplement suffisant ou d'autres types de mix énergétique. Donc ça, c'est très important. Deuxième aspect essentiel, je pense, de ce shift un petit peu des industries, c'est le monitoring. Et nous, on a très, très fortement insisté ces dernières années pour pouvoir placer des outils de contrôle et de suivi très clairs et très précis de nos consommations. Cela permet à nos opérateurs de directement être à la manœuvre dès qu'ils se rendent compte de la consommation ou de la surconsommation de leurs engins ou de leurs usines, de pouvoir directement agir dessus. C'est plus simple, hein. Dès qu'on sait qu'on surconsomme, on va être en mesure de pouvoir baisser un petit peu l'intensité. D'ailleurs, c'est intéressant. Vous avez un pilier de méthodologie justement pour voir c'est quoi votre impact en 2020, en 2021, 2022, comment vous projetez en 2023. Vous avez des méthodologies, je veux dire, spécifiques, natives, ou vous vous appuyez sur des experts pour ça. Comment vous faites pour calculer ça? On a créé des outils qui nous permettent de pouvoir établir, en fonction de nos consommations du kilowattheure, la tonne produite, par exemple, sur nos usines, est-ce qu'on va vers une baisse de notre consommation, de nos émissions de CO2. Et ce, avec notre objectif en tête des moins 40% de CO2 d'ici 2030. On a développé des outils en interne, on s'appuie aussi sur de l'expertise en externe. C'est important, ça, quand même, de vraiment pouvoir évaluer, quoi. Absolument. Oui. C'est-à-dire, on constate que lorsque l'on prend une usine, il y a des multiples équipements qui consomment de l'énergie. On regarde souvent le cœur de notre procédé, celui qui est le plus énergivore, mais en fait, il y en a plein d'autres. Et dans beaucoup d'usines aujourd'hui, on ne mesure pas la consommation d'énergie de tous les équipements. Donc, on va aller mettre du monitoring, on va aller rechercher des solutions pour avoir des équipements plus efficaces, pour avoir des équipements qui ne sont utilisés que lorsque l'on en a besoin. Ça commence de la lumière dans les entrepôts ou dans les usines, jusqu'aux moteurs, jusqu'aux compresseurs. Et on est en train de déployer des solutions partout sur la planète pour comprendre comment encore mieux consommer notre énergie. Et si je te dis économie circulaire, ça résonne tout de suite. Quelle est la place justement de cette logique? Elle est absolument majeure. Saint-Gobain, ses principaux matériaux, c'est du verre, c'est de la plaque de plâtre. Ce sont des matériaux qui sont infiniment recyclables. Et je l'ai déjà indiqué, quand on remplace une tonne de sable pour produire du verre par une tonne de verre recyclé, on réduit de manière très très nette les émissions de carbone et les émissions d'énergie. Donc notre capacité, l'économie circulaire, c'est d'abord notre capacité à augmenter le contenu recyclé de nos produits et donc de aussi concevoir des produits qui soient plus aisément recyclables. Et de travailler avec l'ensemble de l'écosystème pour faire que ces produits qui sont recyclables soient effectivement recyclés. Et est-ce que c'est un levier d'économie à terme ou c'est plutôt un coût pour l'instant? Ah non, c'est très très clairement un levier d'économie, à tout point de vue. Économie de ressources, économie d'énergie. Lorraine, pareil, économie circulaire, tout de suite, tac, ça résonne. Alors, ça résonne d'autant plus qu'on a décidé vraiment vis-à-vis de nos clients de se positionner comme un acteur leader. On a une marque dédiée qui s'appelle aujourd'hui Granula Plus et qui permet de pouvoir, nous, se positionner vis-à-vis de nos clients en présentant tous nos produits recyclés, donc principalement de l'inerte, donc recyclables presque à l'infini, et qui nous permet aussi, lorsqu'on va parler d'enrobés recyclés, d'agrégats d'enrobés, comme on les appelle, de pouvoir limiter aussi l'import de bitume et de pouvoir le recycler également, puisque ça peser une grosse part du CO2 dans nos émissions. Donc je pense que voilà, le recyclage aujourd'hui, ça fait partie vraiment de notre économie globale et ça participe, je pense à mon avis, d'une certaine culture qu'on veut aussi impliquer chez nos clients. C'est pour ça que demain, je pense que nous, on présentera plus nos produits comme des produits recyclés, mais plutôt comme le verre, en disant voilà, on vous présente du verre, peu importe la part de recyclage que vous aurez à l'intérieur, vous aurez toujours une part de recyclage dans nos produits inertes.
Là, je parle particulièrement de la France, mais à l'échelle mondiale, on voit bien d'abord que l'inflation est un phénomène qui est mondial, n'est-ce pas? D'une part, qu'il y a des tensions sur les marchés de l'énergie qui dépassent quand même nos frontières, même si on s'en prend quand même, on les prend de plein fouet. Pourquoi tous ces changements? Pourquoi toutes ces transformations? Je veux dire, au-delà de réagir à des crises, j'en parlais tout à l'heure, vous travaillez sur des projets qui sont sur les 10, 20, 30 ans à venir. Je veux dire, vous êtes des grands groupes industriels et vous êtes sur un temps qui est plutôt long. C'est quoi la vision? Pourquoi cette transformation? Il est où le moteur, en fait? Je pense qu'on se rend compte quand même assez clairement, mais pas que l'industrie, la construction, vraiment de manière générale, que le monde tel qu'on l'a connu, avec des ressources illimitées, il n'existera plus. Et que le monde aussi de l'énergie peu chère, c'est fini, on ne le connaîtra plus. Donc en fait, ces transformations-là, c'est le sens de l'histoire. Si notre industrie ne se transforme pas fondamentalement, en proposant des matériaux qui soient recyclés, qui soient bas carbone, voire zéro carbone, des procédés qui soient éco-conçus, eh bien, on n'arrivera tout bonnement pas à continuer à travailler tel qu'on l'a pu le connaître. Donc, je pense que c'est vraiment, pour nous, la condition en fait de l'avenir de la construction, c'est vraiment celle d'innover et d'aller beaucoup plus loin aussi dans l'attractivité de nos métiers. Ça permet également de pouvoir se dire, il y a tout à inventer, beaucoup de choses sont sur la table, pas uniquement de la technologie d'ailleurs hyper poussée. On peut travailler sur de nouvelles offres de renaturation en ville qui sont pas vraiment rocket science, mais qui peuvent vraiment nous permettre de transformer fondamentalement nos manières de faire. Et je pense que c'est ça qui est très important pour l'avenir. Emmanuel Normand, pareil, il n'y a pas le choix, en fait. Il faut se transformer, puisque de toute façon, là, on arrive dans une impasse. Mais je crois qu'il n'y a pas le choix pour les économies. Quand 40% des émissions de gaz à effet de serre sont liées au bâtiment, 40% de la consommation de ressources sont liées au bâtiment, et que l'on va construire autant dans les 30 prochaines années que ce que l'on a construit jusqu'à présent, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire, si on veut décarboner nos économies, si on veut avoir une consommation durable des ressources, il faut absolument, complètement transformer nos bâtiments, transformer nos villes. Et pour un acteur comme Saint-Gobain, c'est à la fois des opportunités qui sont magnifiques, mais c'est aussi une condition d'existence. C'est-à-dire sa capacité à se mobiliser en interne et à mobiliser l'écosystème autour de lui pour faire cette transformation est absolument vitale pour un groupe comme Saint-Gobain. Comment est-ce que tu fais justement pour qu'à la fois cette thématique existe, vive et aille le plus loin possible, puisque j'imagine que c'est quand même ton objectif, notamment en interne, et que parfois les intérêts ne sont pas tout à fait les mêmes entre les périmètres? Alors, il y a un certain nombre de conditions pour embarquer l'ensemble d'une organisation. Il faut bien évidemment un engagement fort de la direction générale, avec ce qu'on appelle en anglais des North Stars, des objectifs de long terme, comme la neutralité carbone, sur laquelle Saint-Gobain s'est engagé pour 2050, qui parle à tout le monde. Il faut former, et beaucoup former. Les sujets sont des sujets compliqués. Et moi, en général, je vois pas des gens qui soient réticents, mais je vois des gens qui me demandent comment faire. Et donc, d'arriver à comprendre pourquoi tout le monde est légitime à agir. Puis après, il faut développer des outils de mesure, des outils de mise en œuvre, faire que ces outils soient simples d'utilisation, soient compris par tout le monde et soient utilisés. Nous, on a, après avoir déployé, défini une feuille de route pour Saint-Gobain vers la neutralité carbone. Donc ça, c'est la direction générale qui a dit « OK, on y va ». Et après, on a demandé à toutes nos business units de prendre leur crayon et de travailler sur leur propre feuille de route. La première fois, c'était imparfait. La deuxième fois, c'était bien mieux. Presque parfait. Lorraine Dumaux, même constat, même méthode ou un peu différent? À peu près la même méthode. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de secret. Et j'insisterai aussi sur le fait qu'une fois qu'on a demandé à tout le monde d'établir sa feuille de route, de bien tout suivre, piloter, monitorer, il faut réellement adapter ce suivi dans le long terme. C'est-à-dire que ça demande un temps et des ressources assez faramineuses, en fait, de suivre tous ces indicateurs, parce que derrière, en fait, c'est
centaines de milliers de données qu'il faut traiter. Donc, il faut que pour le patron d'une business unit, ce soit extrêmement clair, qu'il ait son dashboard, ses indicateurs essentiels et qu'au fur et à mesure de l'année, ils soient en capacité de pouvoir le suivre assez régulièrement. Et ça, c'est vraiment l'enjeu pour nous. Et c'est aussi de faire que ces indicateurs deviennent pour eux la valeur de leur entreprise, la manière dont ils arrivent aussi à se comparer, notamment avec leurs concurrents. Et je pense que ça, pour le coup, c'est un vrai défi. C'est de pouvoir comparer entre concurrents les mêmes indicateurs et la même chose dont on parle. Et je pense qu'aujourd'hui, on est un peu au début de cette histoire-là, pouvoir parler de facteurs d'émissions communs, de méthodes communes. Donc, à l'horizon 2050, qui est vu comme un point de bascule, j'ai l'impression qu'il va arriver un petit peu plus tôt que prévu, ce point de bascule, mais bon, voilà, grosso modo, 2050 est quand même une date qui est retenue. Ça pourrait être quoi les grands contours d'un groupe comme Saint-Gobain? C'est un groupe qui est décarboné. On s'est engagé sur la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et on a une feuille de route qui doit nous amener à cette neutralité carbone. Lorraine, pour Vinci Construction, dans une trentaine d'années Je pense qu'avec Saint-Gobain, qui est notre partenaire, on travaillera bien évidemment à la décarbonation et j'ajouterai également la circularité, qui sont tout à fait liées. J'ajouterai juste un dernier aspect, et je pense que c'est ce qui nous a marqué aussi cet été, c'est que ces transformations, elles sont très, très, très rapides et elles affectent directement nos méthodes de construction. Et j'ai en tête le sujet de l'eau, qui sera, je pense, dans les prochaines années, quelque chose de fondamental. Si je comprends bien, en tout cas, vous n'avez pas le choix, quoi. Là, en même temps, la transformation, elle s'impose aussi, et donc il faut aller vite pour être prêt dans les temps et qu'on n'aille pas trop loin dans le risque écologique, en définitive. Oui, non, mais absolument. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Un grand merci. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Objectifs Durables, le podcast produit par Capgemini qui part à la rencontre de celles et ceux qui agissent en faveur d'un avenir plus durable.